bonjour à vous toutes et à vous tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre de sujets. Alors bon, nous sommes à la fin d'une séquence qui a commencé il y a quelques mois avec les élections européennes, puis ensuite la dissolution de l'Assemblée nationale, puis finalement les nouvelles élections et la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un point. Un autre point consiste dans la situation où, disons que le ciblage que j'indique depuis longtemps, dont j'ai parlé à de nombreuses reprises, le ciblage des Nord-Africains en général et des Algériens en particulier, ciblage hostile naturellement, est devenu en France une sorte d'activité permanente qui s'est vue donc, comme je l'ai dit il y a un instant, dans le contexte électoral et politique, mais qu'on a vu aussi, par exemple, se poursuivre avec les Jeux Olympiques. Ça a été un festival, un véritable festival. L'Algérie a même été, les Algériens étaient promus au rang de wokistes, LGBTistes de pointe. Il faut le faire, là. Là, ces têtes de con ont fait vraiment très fort. Bien. Alors, je ne vais pas traiter chaque point un par un parce que c'est parfaitement inutile. Je vais plutôt sur la base d'extraits de vidéos qui sont sorties, qui ont paru récemment, et qui traitent directement ou indirectement des questions qui nous intéressent et que je vais commenter au fur et à mesure. Il y aura 3 extraits de vidéos. Il y aura une avec monsieur Éric Verhaeghe, qui est le responsable, lui et monsieur Édouard Huisson, qui sont responsables du site Le Courrier des Stratèges. Ensuite, je prendrai un extrait d'une vidéo de François Asselineau. Et enfin, je terminerai, sorte d'apothéose, avec le spécialiste en thématicologie, c'est-à-dire en géopolitique, monsieur Éric Dénessé. Voilà. Ce qui permettra d'aborder un certain nombre de sujets qui nous concernent, au premier chef, et qui vont continuer de nous concerner, et de plus en plus, parce que nous entrons, je l'ai déjà évoqué, pour ceux qui m'ont suivi toutes ces années-là, j'ai évoqué 50 fois le sujet, nous allons entrer dans une tempête, un tsunami. Alors, la manière dont tout ça va se conclure n'est pas encore très nette. Mais enfin, nous allons y rentrer. Je pourrais évoquer rapidement ce qui se passe actuellement en Angleterre. Vous avez un exemple du fait que ça craque de partout. Voilà. Eh bien, nous allons nous y mettre à l'instant. En commençant par la vidéo de monsieur Éric Verhaeghe. Alors, nous allons commencer maintenant en commentant un extrait de vidéo produite par monsieur Éric Verhaeghe sur le site des Courriers des Stratèges. Alors, rapidement, pour dire qui sont ces gens, il y a lui, monsieur Éric Verhaeghe, et l'historien Édouard Huisson. Ce sont ce qu'on appelle, alors ils se le revendiquent clairement, donc c'est pas une calomnie, ce sont des libertariens. Par exemple, ils sont très très contents de l'élection de Javier Milei en Argentine. Fonctionnaire zéro, je veux dire, licenciement massif des fonctionnaires, coupé dans toute espèce de subvention de quoi que ce soit, etc. Et donc ça, c'est un aspect des choses. Bon, disons que c'est pas ma tasse de thé à moi.
Encore que, il faut être tout à fait clair, c'est que les libertariens ont au moins, sur 2-3 sujets, notamment les libertés publiques, les libertés individuelles, ce sont des gens qui sont plutôt du bon côté, hein, qui ont un vrai souci de la défense des libertés, du droit, etc. Donc, de ce côté-là, ce sont des gens sympathiques. Par ailleurs, il faut le dire, le Courrier des stratèges et M. Vérague ont été des défenseurs, mais absolument, et M. Husson aussi, des défenseurs fermes, continus, permanents de la cause du peuple palestinien. Je veux dire, je crois qu'il n'y a aucun site quasiment qui a autant dénoncé aussi clairement l'agression israélienne, enfin, c'est pas une agression d'ailleurs, c'est un génocide contre les habitants de Gaza et globalement hein, contre toute la zone. Thierry Messant sur leur chaîne, qui est souvent interrogé sur les questions du Moyen-Orient. Même si j'ai quelques désaccords avec monsieur Thierry Messant, mais enfin, c'est quand même autre chose que ce qu'on entend ailleurs, d'un niveau bien meilleur et bien mieux informé. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est des gens, voilà, vous avez le profil, c'est des gens intéressants. En tout cas, beaucoup plus intéressants que tout ce que vous pouvez entendre par ailleurs. Et donc, dans cet extrait de vidéo, vous allez entendre M. Éric Vérague parler d'une partie de l'immigration, notamment des Algériens, et en particulier des Kabyles. Bon, alors je vais revenir au fur et à mesure de ce qu'il va dire, parce que ce qui m'intéresse, c'est que ce monsieur, comme vous allez l'entendre, n'est pas du tout hostile. Alors vraiment, c'est exceptionnel, c'est rare maintenant en France de trouver quelqu'un qui n'est pas hostile. Hein, c'est vraiment une exception. Alors ça, je le souligne, c'est une excellente chose. Mais il y a quand même un mais, c'est que on sent bien que sa connaissance des questions historiques liées à l'immigration en général, et à l'immigration nord-africaine en particulier, et dans ce particulier même, un cas encore plus particulier, qui est le cas des Algériens, et dans le cas des Algériens, encore un cas particulier, qui est le cas des Kabyles. C'est-à-dire, manifestement, il n'a pas de conception historique. Au-delà de 30 ans, 40 ans, je crois qu'il est dépassé. C'est-à-dire, il doit croire, lui aussi. Il ne le dit pas, hein, je ne veux pas l'accabler. Mais il a l'air de croire aussi que l'immigration nord-africaine, en général, algérienne en particulier, a commencé ce matin. Ce qui est faux, qu'il y ait des Algériens ou des Nord-Africains qui soient arrivés ce matin, il y en a, bien sûr. Mais en tant que communauté, en tant que groupe, en tant qu'histoire, ça fait 120 ans, mais je ne sais pas combien de fois il va falloir le dire. Peut-être qu'il va falloir faire le dire dans des langues étrangères, dans des langues, que sais-je, en latin, en hébreu, je ne sais pas, pour que vous compreniez. C'est une histoire de 120 ans. L'histoire de la présence des populations issues d'Afrique du Nord, et notamment d'Algérie, sur le territoire français. Et quand je dis français, c'est un métropolitain, puisque l'Algérie, à l'époque, était un territoire français. Voilà. Je sais bien qu'il y en a qui perdent pied dès qu'on commence à parler de questions historiques, etc., parce que bon, ils ne voient pas au-delà de 5 minutes avant, 5 minutes après. Hein. C'est le maximum de ce qu'ils peuvent envisager. Hein. L'époque est comme ça. Culture et racines, je consacre un chapitre à la notion de roman national. Nous avons tous un sujet aujourd'hui qui est quelle place on accorde aux immigrés. Parce qu'il y a des gens dans l'immigration. Moi, je suis un immigré d'une certaine façon. Hein. Même si je suis français de souche, je suis un immigré. C'est le paradoxe de l'histoire. C'est là qu'on ne peut pas faire de simplisme. Il y a des Français de souche qui sont des immigrés. Il y a des immigrés qui sont
au fond des Français de souche. Voilà. Donc moi, en tant qu'immigré, moi ça fait plus de 50 ans que je suis ici. Il se trouve que je prends souvent le taxi. Le taxi à Paris, c'est une espèce de monopole pour les Berbères ou les Kabyles. Et en tout cas, c'est très cartélisé comme marché. Beaucoup d'entre eux me disent, il y a deux types de Berbères en France. Ceux qui disent la France c'est mon pays et je me ferai enterrer ici, voilà, je suis bien ici. Puis ceux qui disent non mais moi monsieur je suis kabyle, donc j'irai me faire enterrer en Kabylie. Des immigrés, il y en a, voilà, de nombreuses sortes. Simplement, chauffeurs de taxi à Paris, les mecs qui me disent ça souvent, ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont taxis depuis 20 ans. Alors dans ce passage, M. Vérag nous parle donc de sa rencontre avec des taxis algériens venus de Kabylie en particulier. Il nous dit que cette profession de taxi, en tout cas dans Paris, région parisienne, est une activité cartélisée, c'est-à-dire où on trouve un grand nombre de Kabyles dans cette profession. Bon, c'est pas faux, mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui que ça l'était il y a par exemple 30 ans ou 20 ans. Alors, il se trouve, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se trouve que je connais bien ce milieu. J'y ai travaillé, des proches, très proches à moi, travaillaient là-dedans. Donc, je connais le business. Hein. Et encore d'ailleurs, j'ai encore un neveu qui travaille là-dedans. Bon, enfin bref, voilà. Donc, je connais bien. Et je peux vous dire que c'est beaucoup moins vrai. La présence des Kabyles dans le milieu de taxi, c'est beaucoup moins vrai. D'ailleurs, c'est un métier qui a été complètement modifié. Les conditions d'accès, par exemple, jadis, il fallait passer un CAP qui n'était pas facile. C'est-à-dire, on exigeait quand même un minimum. Et on a exigé un minimum dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la connaissance de la langue française, un certain nombre de capacités à mémoriser, parce qu'il devait mémoriser quasiment tous les passages, enfin tous les circuits dans Paris et dans la région parisienne, etc. Bref. Aujourd'hui, il suffit de vous promener dans Paris, dans la région parisienne, vous voyez des profils, je vous dis tout de suite, c'est pas des Kabyles. C'est clair, donc faut arrêter de délirer. Ce ne sont pas des Kabyles. Mais bon, il est vrai qu'il y en a un certain nombre, ça c'est pas faux. Alors ensuite, il dit que ça fait 30 ans qu'ils sont dans la profession. Non, c'est bien plus ancien. Hein. Vous savez, il y a l'immigration venue d'Algérie, puisque c'est la plus ancienne, c'est de ça dont je parle. Évidemment, une immigration venue du Maroc ou de Tunisie, mais elle est moins ancienne. Elle s'est accélérée dans les années 70, dans les années 80 et à partir des années 2000. Mais l'ancienne immigration, la plus ancienne, c'est évidemment algérienne. C'est un fait. D'ailleurs, pour des raisons évidentes. Encore une fois, on avait affaire à 3 départements français. Voilà. Bon. Et il y avait 2 activités, enfin 3 activités où on trouvait beaucoup d'Algériens et donc 2 Kabyles, puisque c'est la communauté la plus ancienne. C'était le travail salarié, hein, c'est-à-dire le travail d'ouvrier, de manœuvre, etc. Et s'agissant d'autres métiers, le métier de taxi, mais le métier de taxi, disons, ils y sont entrés à partir des années 60. Avec une accélération après les années 80, c'est-à-dire notamment après le licenciement massif dans l'automobile. Hein. Il y a eu des grands dégraissages, comme on dit, de salariés dans les années 80. Début des années 80, ça a commencé à partir de là. Et donc beaucoup d'ouvriers, qui étaient donc beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles, se sont reconvertis dans toutes sortes de choses, et notamment dans le métier de taxi. Voilà. Puis l'autre domaine qui était vraiment un domaine, et encore aujourd'hui,
et là, Monsieur Virac sans doute ne le connaît pas, c'est le métier, évidemment, des cafetiers restaurateurs. Les cafetiers restaurateurs, comme disait quelqu'un que j'ai connu un peu à la même époque, qui s'occupait de livraison pour les cafés, qui approvisionnait les cafés en café, en boisson, en alcool, etc. Et il me disait, dans Paris et la région parisienne, il y a eu 2 sortes de cafetiers. Il y avait les cafés Bougna et les cafés Bougnoul. Les cafés Bougna, c'était les cafés... Bougna, c'était le nom qu'on donnait aux gens originaires d'Auvergne. Et la plupart, très longtemps, l'Auvergne, le Limousin, l'Aveyron, enfin, ces régions-là, étaient le plus souvent ceux qui possédaient des cafés dans Paris, la région parisienne. Quant aux Bougnas, c'était les Bougnouls, les Bougnouls. À côté des Bougnas, c'était évidemment les Algériens, mais lesquels c'était les Kabyles. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup d'Algériens, en général, de Kabyles en particulier, qui ne s'appelaient pas comme ça encore, hein. Puis je parle d'une époque où l'Algérie était constituée de 3 départements français. Enfin, l'Algérie du Nord, hein, parce que le Sud, ce n'était pas des départements français, c'était des territoires sous administration française. Donc c'était un autre statut juridique. Enfin, ça, c'était le bordel typique du colonialisme français. Hein. Mais ils avaient un petit avantage, les Algériens qui arrivaient en France, par rapport à d'autres, par rapport aux étrangers. C'est qu'eux, ils avaient le droit d'obtenir la fameuse licence 4. Celle qui permettait de vendre de l'alcool. Et donc, c'est comme ça qu'ils pouvaient ouvrir des cafés, et des hôtels d'ailleurs. Et donc, ça a été une activité, ça reste encore, même s'il y a eu un tsunami chinois ces 20 dernières années. Alors, je ne sais pas ce que c'est à Marseille ou à Lyon. Je suppose que ça doit commencer à ressembler. Mais Paris, région parisienne, c'est chinois. Hein. Les Chinois ont à peu près acheté tout. Mais il reste encore quelques bastions bougna, c'est-à-dire français de moins en moins, dans certains centres-villes de Paris, dans quelques grandes villes vraiment importantes, mais très peu. Mais les cafés, hôtels kabyles, ou algériens en général, ça résiste encore un peu. Il y en a encore un certain nombre. Voilà. Donc c'était ça les activités qu'on trouvait chez les Algériens en France. Tous acheté une licence qui coûte plus de 100 000 euros et ils travaillent tous les jours, ils payent des cotisations, ils payent des impôts. Le Kabyle qui est là depuis 30 ans et qui dit mais moi mon pays c'est la Kabylie, j'ai une maison là-bas, je veux être enterré là-bas, etc. Vous lui dites quoi? T'es pas français, tu fais pas partie de l'histoire de France. Chauffeur de taxi kabyle qui veut se faire enterrer à Tizi Ouzou, qui est là depuis 30 ans, qui a sa licence à 150 000 balles, qui paye des impôts, qui paye des taxes d'un tire-larigot pour faire vivre l'État en France, et donc notamment pour payer des RSA à des mecs qui en ont jamais branlé une, qui disent « Moi je suis français de souche, monsieur, hein, je défends la France. » Ouais, enfin, le Kabyle, il est peut-être pas français, mais il bosse, toi, et toi tu fous rien. Voilà. Je ne dis pas que tous les Français de souche sont des feignants, je ne dis pas que tous les Kabyles sont des bosseurs, il y a probablement des Kabyles feignants, et il y a des Français, j'en connais beaucoup de souche, qui travaillent, et qui travaillent loyalement, et qui travaillent beaucoup. Ah, simplement, il faut arrêter de faire croire que tous les Français de souche sont des bosseurs, et que tous les Arabes tous les Kabyles sont des fraudeurs. Voilà. Il y a des Kabyles qui bossent infiniment plus que des Français, voilà, de souche, qui passent leur temps à dire « c'est dégueulasse, tous ces étrangers qui viennent nous voler ». Le monde est complexe. Voilà. Alors sur ce passage, d'abord une petite remarque préliminaire. Lorsqu'il dit qu'il y a des Kabyles fainéants, je proteste. Car un Kabyle fainéant, il met beaucoup d'énergie à rien faire. Il fait beaucoup d'efforts. Il va très très loin le Kabyle. Alors pour le reste, l'histoire de la présence des Kabyles, donc
puisqu'il a pris cet exemple-là, donc on va continuer avec celui-là. Non, c'est pas 30 ans, hein, encore une fois, je répète, c'est 120 ans d'arrêt. Là, il a un petit souci. Et lorsqu'il dit, par exemple, bon, ils travaillent, tout ça, ils cotisent, mais ils sont pas français. Oui, c'est vrai. Enfin, d'abord, c'est pas tout à fait exact. Je veux dire, beaucoup de gens issus de la Kabylie ou de l'Algérie en général, ou d'Afrique du Nord, plus largement encore, ont la nationalité française. Et ils sont là depuis longtemps. Bon, j'ai déjà dit. Mais plus globalement, c'est quoi ces gens? C'est quoi? Ils parlent bon des Kabyles, encore une fois, des Algériens, etc. Mais c'est pas des gens qui sont tombés de la Lune. C'est quand même incroyable. Un Arménien qui est en France. Et je n'ai rien contre les Arméniens, hein, ça va de soi. Mais un Arménien qui est en France, qu'est-ce qui l'a conduit en France? C'est des circonstances, comment dire, qui sont en rapport avec l'histoire de la Première Guerre mondiale, du génocide mené contre les Arméniens et de la décision prise par un certain nombre de pays de prendre en charge, d'accueillir des réfugiés arméniens. Voilà, en France. Aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Syrie et au Liban. Bon. Donc des gens qui ont été sauvés par l'État français d'un sort funeste. Bon. Mais si ce n'avait pas été ces circonstances du génocide, ils ne seraient jamais venus en France. Il n'y a rien de particulier, ni géographique, ni culturel, ni machin, qui les lie à la France. C'est pas le cas des Algériens, en général, qu'ils soient venus de Kabylie ou de n'importe notre région. Les Algériens sont en France tout simplement parce que la France s'est allée en Algérie. D'accord? Et que le lien qu'il y a, s'il y a une présence en France des Algériens depuis jeudi, minimum 120 ans, le lien qui est entre l'Algérie et la France, le lien le plus récent entre l'Algérie et la France, il fait maintenant 2 siècles. C'est-à-dire 1830, 2030. On y est quasiment. Ça fait 2 siècles. Et il y a certains auteurs qui vont, chercher beaucoup plus loin. Là, j'ai vu récemment, je ne l'ai pas lu, hein, donc c'est juste le titre que j'ai vu, un type qui s'appelle Monsieur Philippe San Marco, qui a publié un bouquin où il parle de l'Algérie, des relations entre la France et l'Algérie, et les dates qu'il met, c'est 1482, je crois, 1945. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Ce type-là est un ancien député et un haut fonctionnaire qui travaille dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, etc. Voilà. Donc, son bouquin part donc, je dis, de quoi 1482-1945. Voilà. Ok. Donc, c'est-à-dire le lien, les relations, etc., entre le sud de la Méditerranée et la France, c'est pas des choses de ce matin. C'est pas, je veux dire, par exemple, un Sri Lankais ou un Mongol ou que sais-je, un Tibétain qui est en France. Bien sûr, les excréments d'extrême droite veulent vous faire croire que nous sommes des extraterrestres en France, alors que même, d'ailleurs, il faudrait quand même vérifier prise de sang, mesurage de crâne et test génétique, hein. Parce que tous ces gens qui s'appellent Onkulovitch, Ramirez, ne sont pas français, et encore moins que nous. À propos de ça, je les appelle, moi, les Onkulovitch Ramirez, mais récemment, je suis tombé sur le sketch, célébrissime sketch de Fernand Reynaud. Bon, ceux qui ne savent pas qui est Fernand Reynaud. C'était un humoriste, un chansonnier, on disait à l'époque, dans les années 50, 60, très connu en France, donc il faisait des sketchs. Et un de ces sketchs s'appelle Le douanier ou le raciste. Hein, et le sketch commence comme ça, c'est un douanier, et il commence comme ça, il dit ouais, moi j'aime pas les étrangers. Vraiment, je les aime pas. Bon, puis c'est tout un cirque comme ça. Et puis finalement, à un moment, il dit ouais, moi je suis français. Je suis très très fier d'être français. J'imite comme je peux Fernand Reynaud. Hein. Et je suis
Je m'appelle, je sais pas, un nom impossible, venu de je sais pas putain de quel bled, par ma mère, et je suis, je sais pas quoi, par mon père, italien par mon père. Voilà. Je suis pas un imbécile, moi. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Parce qu'ils viennent manger le pain des Français. Ouais. C'est curieux comme profession. Je suis douanier, puis j'aime pas les étrangers. Quand je vois un étranger qui arrive, puis qui mange du pain, je dis ça c'est mon pain. Puisque je suis français, et puis il mange du pain français, donc c'est mon pain à moi. J'aime pas les étrangers. Parce que moi je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kula Kirstenski. Du côté de ma mère. Et Piazzano, Venditti, du côté d'un copain à mon père. Je peux pas vous dire si je suis français. Donc, en fait, cette remarque avait été faite, je ne me souvenais pas de ça. Bon, en tout cas, moi, je les ai baptisés Anculovic Ramirez. C'est des gens qui n'ont aucune qualité pour s'exprimer sur la France. C'est à eux de... Vous prenez un exemple grossier, extrêmement grossier, qui est l'autre, Massiah, le Massabi, Massiah, Jean le Massiah. Il s'appelle ni Jean ni Massiah, je ne suis même pas sûr. Bon. Ce type-là, d'où il sort? Il n'est même pas né en France. Il n'est Il est arrivé, il avait 10 ans, ou je ne sais pas quel âge il avait. D'accord? Il n'a aucun lien, ni familial, ni voilou. Et c'est ces types-là, sortis de nulle part, qui vont nous dire à nous si on est légitime ou pas. D'accord? Ah, il est né au Caire, ce gars-là. Fait le Qahira. Bon, c'est pas trop ce qu'il fout là. Alors j'ai pris le plus grotesque, hein, parce que bon, mais c'est pareil pour un Fichalkraut, Madame Cohen, Madame Lévy, c'est pas Madame Cohen, c'est Madame Lévy. Bon, comme il y a Madame Lévy, donc il y a Monsieur Lévy, et toute la bande. Des mecs, je ne sais pas d'où ils sortent. L'autre il est portugais, l'autre il est vietnamien, l'autre j'ai rien contre eux, hein, à la base. Je n'ai rien contre eux, à condition qu'ils arrêtent de parler de nous. D'accord? Parce que si vous voulez qu'on sorte les dossiers, on les sort. Et ils ne vous sont pas favorables à vous. Et dans ce qui fait la France d'aujourd'hui, dans ce qui fait qu'elle n'est pas encore complètement ruinée, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui font la richesse de la France, qui disent, mais moi, monsieur, je veux pas vivre en Kabylie aujourd'hui parce que il n'y a pas d'hôpitaux, de blap, mais c'est mon pays, je veux y mourir. Est-ce que ces mecs-là participent ou non au roman national? En quoi ils y participent moins que le français qui a 35 balais, des boucles d'oreilles partout, qui a une gueule de punkache et qui a jamais bossé, qui vit d'allocation en disant ah bah le profit, vous êtes tous des esclavagistes. Ben moi je vais vous dire, je pense que le Kabyle, il participe plus au roman national. Le Kabyle qui bosse depuis 30 ans, 35 ans, je pense qu'il participe plus au roman national que le punkachien qui est contre tout, qui vit d'aide, d'allocation, de subventions, et qui vous explique que lui il bosse pas parce que bosser c'est enrichir un patron qui est un salaud. Ben moi je pense que le Kabyle il est plus intégré dans le roman national que le punkachien. Et ça il faut être capable de le dire aujourd'hui. Et il faut se dire, mais la France, quand son histoire s'écrit au jour le jour, la France elle n'est pas morte, elle n'est pas finie. Le roman national n'est pas clos, il s'écrit, on en écrit une page chaque jour. Les étrangers y participent. Voilà. On n'a pas d'avenir si on part du principe que ceux qui participent à l'écriture du livre doivent être écartés du livre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une solution simple. Dans mon livre, je propose le retour du jus gentium romain, c'est-à-dire que l'Empire romain avait inventé différentes catégories de citoyenneté qui permettaient de résoudre ce problème de cosmopolitisme de l'Empire.
Moi, je pense que nous devons retrouver cette voie aujourd'hui, cette logique. Nous devons être inventifs en matière de citoyenneté, de droit à la citoyenneté, mais je crois qu'il faut se réconcilier entre tous ceux qui participent au roman national. Voilà. Et cette idée, mais moi je suis français, mes grands-parents étaient français, enfin, on va vérifier tes arrière-arrière-grands-parents parce qu'on n'est pas sûr tous, mais moi mes grands-parents étaient français et j'ai des droits, et le mec qui est médecin kabyle, lui il n'a pas de droits. T'es pas médecin mon gars, et aujourd'hui on a besoin de médecins en France, alors tu dis quoi, on les écarte parce qu'ils sont kabyles? Enfin, je comprends pas le raisonnement. Moi je pense qu'il faut à un moment donné être capable de dire voilà, on se réconcilie, on crée éventuellement une citoyenneté à géométrie variable pour intégrer tout le monde de façon satisfaisante, et roule ma poule avec des règles carrées, des règles précises de laïcité. Moi je suis pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public, sauf les jours de grande prière. Je crois qu'il faut poser des règles carrées, il faut un nouvel édit de Nantes, mais il faut faire comme Henri IV a fait avec les protestants. On ne peut pas dire on fait deux pays, ou en tout cas la France c'est les catholiques et les protestants n'existent pas. Il faut être capable de mélanger les genres, si j'ose dire, et d'inventer un pays où tout le monde a une place pour construire le roman national. Voilà, la réconciliation. Je ne peux pas dire plus. Merci et à bientôt. Alors il cite le cas, par exemple, de Kabyle, ou d'un Kabyle, je ne sais pas avec qui il a pu bavarder, qui lui a dit, semble-t-il, qu'il est venu en France parce qu'il n'y aurait pas d'hôpitaux, par exemple, dans son bled, en Kabylie. Bon, d'abord, c'est pas tout à fait exact. Des hôpitaux, il y en a partout en Algérie. Il est bien vrai que malheureusement, ils ne fonctionnent pas de façon optimale. Ça, c'est clair. Hein. Ça sert à se raconter d'histoire. C'est vrai. Il y a un souci. C'est pas propre à l'Algérie, toute l'Afrique du Nord et dans cet état. Mais dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hôpitaux. Des modernes, d'autres. Quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns qui sont hérités de l'époque coloniale, mais beaucoup ont été construits depuis. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la situation était différente, si le progrès économique, etc., avait été plus important, plus large, c'est-à-dire un PIB 2 fois plus important que celui qu'on a aujourd'hui, par exemple en Algérie, et ben, il y aurait beaucoup moins de gens qui viendraient et beaucoup partiraient. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui retournent en Algérie. Et je parle même pas de ceux qui pensent à le faire, même si la situation n'est pas encore tout à fait claire, tout à fait facile, je veux dire. Il y a encore des difficultés. Mais voilà, donc sur ce point, oui, l'immigration, c'est pas un jeu, c'est pas une plaisanterie. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. C'est parce qu'il y a des circonstances. Et s'ils viennent en France, c'est parce que il y a une histoire antérieure. Encore une fois, c'est pas des gens qui débarquent de la Lune. D'accord? Il y a une réalité géographique, il y a une réalité historique, il y a une réalité sociologique qui fait que c'est comme ça. Voilà. Maintenant, je conclurai avec les propos de M. Verhaeghe sur la question de ce qu'il appelle le roman national. Alors ça, c'est un point sur lequel je ne peux pas être d'accord, parce que moi, le roman national, j'en ai rien à cirer. D'ailleurs, le roman national français, algérien, polonais, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire réelle. C'est pas le roman. C'est pas ce que les gens racontent. Ou ce qu'ils veulent pas, selon que ça les arrange pas. Je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité historique. C'est-à-dire la question de la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il peut arriver qu'il y ait des questions qui soient difficiles à décider. Parce qu'on n'a pas les éléments. Ou parce qu'on l'a mal formulé. Ou parce que l'état actuel des sciences, de la réflexion, etc. ne permet pas de trancher. Évidemment. Mais il y a beaucoup de choses, on peut les trancher. Il n'y a pas besoin de roman. Par exemple, il prend l'exemple du français de souche qui picole toute la journée, qui se met des boucles d'oreilles et qui est pas content contre le capitalisme. Et il demande si celui-là fait partie du roman français. Je ne sais pas s'il fait partie du roman français, mais je suis sûr qu'il fait partie de l'histoire de France. Sur ce point, il n'y a aucun doute. De la même façon que la présence
des Nord-Africains dont il parle, des Algériens en général, des Kabyles en particulier, puisque c'est le cas qu'il aborde en France, ça fait partie de l'histoire de France. C'est pas une affaire de roman. On s'en fout du roman. C'est un fait historique qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a commencé au minimum il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, la France, en faisant ce qu'elle a fait en Algérie, c'est-à-dire en débarquant sur les plages de Sidi Fradj, a ouvert une période historique de 2 siècles. Je l'ai cité tout à l'heure, l'auteur, M. San Marco, qui lui faisait remonter ça à 1482, et pourquoi pas avant, l'Empire romain, ou que sais-je. Bon, peu importe. Mais ce sont des questions historiques. La question de la présence des Nord-Africains en France, c'est une question historique. C'est pas une question de roman. C'est pas une question de subjectivité, d'arbitraire, de je crois, moi, je crois pas, on s'en branle. Excusez-moi de la grossièreté. Mais c'est spontané. Ça vient du fond du cœur. Voilà. Donc, arrêtez avec vos histoires de romans. Discutons de questions historiques. C'est plus difficile, ça demande plus de travail, mais c'est infiniment plus sérieux et ça nous donne des vraies bases pour discuter. Voilà. Alors maintenant, nous allons écouter 1 ou 2 extraits de Monsieur Asselineau, qui répondait à une question d'un auditeur sur sa chaîne de l'Union populaire républicaine, à l'UPR, et où il se livre à des commentaires totalement hors sujet. Et là, on voit bien que M. Asselineau est en train de, ce que j'avais déjà remarqué depuis un certain temps, mais est en train de retourner à la maison. C'est-à-dire en train de retourner à la bonne vieille tambouille droitarde, d'où il est issu. Concrètement, en France, il semble que le souverainisme, ça ramène toujours anti-Algérie, quoi. Hein. C'est un peu automatique. Parce que je cherche des exemples contraires, mais j'en vois pas. Mais surtout, si ça serait que ça, bon, il fait ce qu'il veut, c'est son problème. Mais le problème, c'est que ces raisonnements reposent soit sur de l'incompétence pure et simple, soit sur de l'invention. Mais vraiment, de l'inversion, plus que de l'invention. C'est de l'inversion. Comme nous allons le voir tout de suite. Alors, on commence par un premier passage. Où l'Algérie a voulu... Alors, je dirais un dernier point aussi, c'est que c'est quelque chose que, personnellement, je regrette. Mais l'Algérie est un pays... il y a énormément de gens qui parlent le français. Quand on va en Algérie, il y a énormément de gens qui parlent le français. C'est un très beau pays, d'ailleurs. J'y suis allé il y a quelques années. Il n'y a quasiment pas de touristes. Ce qui est triste, en fait, c'est qu'on a un pouvoir en Algérie qui continue à attiser encore les restes de la colonisation, les drames des événements de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. On a l'impression que l'affaire ne passe pas. On a l'impression que le gouvernement algérien, pour se refaire une santé en politique intérieure, a plaisir à essayer de sortir la France à chaque fois. Voilà. Donc ce sont des rédactions qui sont compliquées. Le président Tebboune, actuellement, président algérien, je n'ai pas l'impression qu'il porte particulièrement la France dans son cœur. D'ailleurs, on peut comprendre que pas grand monde ait envie de porter Macron dans son cœur. Lorsque Macron était allé en Algérie, il s'était comporté d'une façon absolument ridicule. Il était allé, rappelez-vous, à Oran chez un disquaire. Enfin, tout ça n'avait pas de sens, en fait. Et donc, il y a un pouvoir à Alger qui est un pouvoir extrêmement susceptible. Et face à ça, je pense que la politique de la France... Moi, mon rêve, ce serait qu'un jour, le poids du passé se soit comblé, se soit refermé, et que l'Algérie devienne un des membres importants de la francophonie, par exemple. En termes de locuteurs français, je crois que c'est quasiment le 2e pays du monde. Malheureusement, l'Algérie refuse d'entrer dans la francophonie, et pire encore, ne cesse de prendre, depuis maintenant un certain nombre d'années et de mois, des mesures de plus en plus coercitives et anti-françaises pour que l'enseignement français cesse.
Alors au profit de l'arabisation, d'accord, mais aussi au profit de l'américanisation. Alors il faudrait savoir, est-ce que les Algériens veulent américaniser leur pays ou pas? Voilà, donc, tout ça n'est pas très, très clair. Tout ça, ça fait partie de ces occasions qui sont gâchées et qui montrent d'ailleurs aussi au passage l'affaiblissement tragique de la position de la France. Quand j'étais petit dans les années 60, je ne dis pas que c'était formidable et que c'était forcément le... Mais enfin, la France était extrêmement respectée à la fois au Maroc, même en Algérie après l'indépendance, et en Tunisie. Et la France, c'était quand même un pays qui, d'ailleurs dans toute l'Afrique francophone, c'était un peu le pays qui faisait un peu régner l'ordre, au prix, il est vrai, de politiques jugées néocoloniales, etc., etc. Maintenant que la France, pour toute une série de raisons, et en particulier ça s'accélère avec Macron, que la France est de moins en moins présente dans cette région est en train de devenir le champ de bataille des États-Unis contre la Russie ou contre la Chine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les États-Unis avec le soutien d'Israël. Et donc tout ceci, à mon avis, ne sent pas bon. Et moi qui suis fondamentalement un homme de paix, je trouve que c'est dommage et que la France, qui devrait être un peu le point commun de tous ces pays pour se rassembler dans la francophonie, etc., en ce moment, la France pèse une plume. C'est une raison supplémentaire pour laquelle j'estime, pour ce qui me concerne, que la France devrait se tenir à l'écart de ça. Parce que sur le fond, voilà, chacun fait valoir des intérêts, des atouts. Du point de vue géographique, force est de reconnaître que les arguments du Maroc sont un peu plus crédibles que les arguments de l'Algérie. L'Algérie étant déjà, d'ailleurs, en superficie, le premier pays d'Afrique. Depuis la partition du Soudan, c'est désormais l'Algérie qui est le plus grand pays en superficie de toute l'Afrique. Voilà, tout ça n'est pas très bien. Mais moi, je pense que fondamentalement, sur cette affaire, la France aurait dû se ranger scrupuleusement, là comme ailleurs, sur le droit international. Et il me semble avoir cru savoir que l'ONU avait bâti des projets, un plan de règlement, avec notamment la consultation des populations, parce qu'il n'y a pas eu de consultation de la population sahraoui, c'est-à-dire des gens qui occupaient ce territoire par référendum. Et moi, je pense que là, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, mais sur ce sujet tout particulièrement, la position de Macron ne peut nous entraîner que des ennuis, et d'ailleurs même pas de vente d'armes au Maroc, puisque le Maroc est perdu pour nous, puisqu'il est complètement aligné sur les États-Unis. J'ai lu dans la presse, il y a des gens qui disent que Macron a fait ça parce qu'il aurait voulu être invité au Maroc en visite officielle. Si c'est ça, si on est tombé là, il est vrai que Macron n'est quasiment plus reçu nulle part, vous l'avez peut-être remarqué, à part les pays de l'Union européenne où ils ne peuvent pas lui fermer la porte au nez quand même. Mais de plus en plus, il y a de moins en moins de pays qui ont envie de mettre le tapis rouge pour recevoir Emmanuel Macron. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il aurait fait ça pour des raisons aussi minables ? J'ai du mal à le croire, mais qui sait ? En tout cas, ce que je pense, c'est que la France aurait eu intérêt à faire prévaloir la voie du droit et à ne pas intervenir personnellement, à ne pas donner l'impression de se ranger dans un camp contre l'autre. Alors donc, vous venez d'entendre M. Asselineau qui raconte une histoire tout à fait mensongère, mais typique de ce qu'on entend en France. Hein, et spécialement, il faut le dire, de la clique droitarde et extrême droitarde. Parce que c'est pas pour les défendre spécialement, vous imaginez bien, pour ceux qui m'ont suivi, que je n'ai rien à cirer de la gauche en France. C'est évident. Mais c'est une manie de droitard et d'extrême droitard de raconter, d'inverser les réalités politiques, historiques et même psychologiques. Il dit le pouvoir algérien est obsédé par la France. Il passe son temps à tenir des propos hostiles à la France, etc. C'est exactement le contraire. C'est en France qu'on trouve les pires obsédés de l'Algérie. En Algérie, ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent pas de la France, ils n'ont rien à cirer. Quand ils parlent de la France, c'est pour aller voir tonton Rachid ou Tata Zahia. Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de vos histoires ? C'est en France que systématiquement,
l'Algérie, les Algériens. On l'a vu là, on vient de le voir avec les Jeux Olympiques. 3 médaillés algériens, 3 problèmes. En France en particulier, hein, avec des absurdités gigantesques. Hein. Alors il y a eu l'affaire de la gymnase, qui a été exclue, en fait, qui de facto a été mise de côté par la Fédération française de gymnastique et qui a été récupérée par la Fédération algérienne. Ils n'ont rien fait pour elle, ils l'ont sabotée, etc. Et maintenant, ils viennent même, semble-t-il, pleurnicher pour qu'il y ait des mesures, peut-être même pour lui discuter sa médaille. Il y a eu ensuite l'affaire de Iman Khalif, où on a écouté, on a entendu les Français, de droitards, des excréments d'extrême droite, délirer sur l'Algérie woke, sur l'Algérie LGBT. L'Algérie serait le sang du LGBTisme mondial. Waouh! Mais il faut le faire quand même. Hein. Un pays comme la France, qui est, je veux dire, c'est un pays LGBT. D'ailleurs, au sommet, c'est du LGBTisme. Tout le monde le sait. Ils s'en cachent pas, les gars. Hein? D'ici 15 jours, ils organisent, avant de partir, avant la prochaine élection, une émission de télévision et ils se foutent à Walp. Vous dites, tiens, chauffe, prends-en de la graine. Mais franchement, c'est des histoires occidentales, des histoires françaises, c'est pas du tout des histoires algériennes, tout ça. Pas du tout, c'est une calomnie, un mensonge et de la saloperie. 3e médaillé, le coureur, 800 mètres, je crois. Je crois que c'est du 800 mètres. Si je ne me trompe pas. 800 mètres, enfin bref. Je me souviens plus de son nom, son prénom, son nom de famille, c'est Sedrati, je crois. Je ne me rappelle pas de son prénom. Enfin, bon, peu importe. Ils ont été lui faire une perquisition, soi-disant à la recherche, pour lui et son entraîneur, à la recherche d'on ne sait trop quoi, hein, de produits dopants. Voilà. Et il semble qu'il ait été... je crois que c'est Jamel, c'est Djati. Voilà. Donc, c'est en France, c'est une obsession anti-algérienne. Ils sont prêts à reprocher n'importe quoi aux Algériens, jusqu'au LGBTisme. C'est-à-dire, c'est pas une inversion, ça? Un pays, la France, qui est livré, mais totalement, ils veulent même livrer les enfants au LGBTisme, et ils viennent accuser un pays comme l'Algérie, et encore 15 jours, ils les accusaient d'être méchants, persécuteurs d'homosexuels, je ne sais pas quoi. Ce qui est faux par ailleurs, hein. Persécute personne, hein. C'est pas vrai. Voilà. On n'autorise pas la propagande en faveur de ça. Ah, c'est ça la politique d'Algérie, d'ailleurs, comme de beaucoup de pays du Sud. Ça ne veut pas dire qu'il est lapide ou quoi que ce soit, ce n'est pas vrai. Mensonge, et encore une couche, et je t'en mets encore une couche. Ces gens mentent sans arrêt. Ensuite, qui c'est qui a fait passer une loi pour faire l'apologie du colonialisme? C'est la France qui a fait ça. C'est la France qui a fait. Je crois que c'était à l'époque de l'autre zozo, là, le délinquant. Comment s'appelle-t-il déjà? Nicolas Sarkozy. Lui aussi, un Français de souche, hein. Macache, c'est clair, hein. Lui, il est légitime, hein. Il est légitime. C'est son grand-père, c'est son père qui sont battus à Monte Cassino, qui ont fait le département de Provence, qui ont fait le département d'Italie, hein. Ah bah oui, hein. Putain, ils ont pas honte, hein. Ils savent pas ce que c'est que l'honneur, hein. Vraiment des crapules. Hein. Bon, quoi qu'il en soit. C'est une loi la loi dont je viens de parler, c'est une loi de février 2005, pardon. Bon, le rôle positif. Bon. Est-ce qu'il y a une loi en Algérie, ou une proclamation d'État pour dire que la France était une putain de système colonial criminel de masse? Parce que c'est des crimes de masse qui a eu lieu, à type génocidaire. Au passage, pour ceux qui veulent aller voir à propos de génocide, il y a eu tentative de génocide en Algérie. Ça me rappelle, je dis ça parce que ça me rappelle une émission que j'ai eue il y a très longtemps. C'était un truc qui s'appelait Apostrophe, hein. C'était avec Bernard Pivot, qui est mort récemment, Bernard Pivot, qui avait fait une émission spéciale avec un écrivain connu en français d'Algérie qui s'appelait Jules Roy.
Jules Roy, c'était à l'origine, c'était un auteur... c'était d'abord un militant très à droite. Hein. Je crois même qu'il a été à un moment le secrétaire personnel c'est né en Algérie, hein, d'une famille de Français d'Algérie. Et qui avait été même, je crois, le secrétaire particulier de Charles Maurras, hein, si je me trompe pas. Bon, enfin, c'est un type qui a eu toute une vie comme ça, très, très, très à droite. Et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'il a été pilote dans la fameuse escadrille Niémen, hein, si je me souviens bien. C'était une escadrille donc, de pilotes d'avion qui s'était battue avec... à côté des soviétiques, contre les Allemands. Oui, c'était Normandie-Niemen, son vrai nom. En tout cas, il avait été membre. Il y avait beaucoup de types célèbres hein, qui avaient été membres de cette... je crois qu'il y avait aussi Romain Gary, qui avait été, je crois, membre de cette escadrille. Enfin, il y avait plusieurs types, des écrivains, beaucoup d'écrivains, qui avaient été membres de cette escadrille, pardon. Donc, c'est un détail. Le plus important, c'est que donc dans cette émission qui s'appelait Apostrophe, je pense qu'elle a dû être enregistrée dans les début des années 80. Donc Bernard Pivot reçoit Jules Roy. Et il dit à Jules Roy, parce que bon, Jules Roy l'avait écrit dans son livre, il dit à Jules Roy, mais enfin vous dites que les Français ont voulu génocider les Algériens. Et alors il lui pose la question, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Et Jules Roy fait cette réponse, je pense bien comme c'était hier. Il dit, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils étaient partis pour le faire, ils n'ont pas pu le faire. Je précise, hein, parce que nous, on n'est pas comme ces menteurs des excréments d'extrême droite français. Nous, on ment pas. On sait bien que tous les Français n'étaient pas pour ça. Ça va de soi. Il faisait sans cas de conscience. Pourquoi avez-vous abandonné l'armée? Parce que j'ai vu ce qui se faisait. Je suivais le général Colny, qui était commandant en chef au Tonkin, m'aimait bien. Alors, il m'emmenait quelquefois avec lui, et je voyais ces opérations dans le Tonkin, où on grillait les villages. On passait les villages en napalm, on les grillait, et on tuait tout le monde. Et on grillait, on zigouillait tout le monde dans les caves, à la mitraillette. C'était les erreurs, on faisait ça, c'est ce qui... Voyez ce qui s'est passé ce que les Américains montrent dans leurs films. C'est les 2 films ou 3 films sur l'Algérie. Nous le faisions, nous, en petit, avec les moyens que nous avions, mais nous le faisions. De la même façon, je n'ai pas pu supporter ça. Après l'avoir fait, moi, en Allemagne, je n'ai pas pu le supporter, parce que j'ai trouvé que nous étions alors là les nazis. D'ailleurs, à propos de l'Algérie, vous dites, à présent, c'était nous, les nazis, hélas. Ce que vous n'exagérez pas, quand même. Non, je n'exagère pas, c'est la vérité. C'est une phrase qui va vous être reprochée. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Pas partout, mais c'est ce qui s'est passé. Enfin, il n'y avait quand même pas chez les Français la volonté d'exterminer un peuple. Mais comme... si. Vraiment? Mais si. À ce point-là? Ça n'a pas été possible. Si ça avait été possible, on l'aurait fait. C'est ce que j'ai dit. Contre les miens, contre ma mère, contre mes parents, contre tous les miens, en lui demandant pardon. Mais je l'ai dit. Et c'était vrai. Et peu à peu, on revient, on admet que c'était vrai. C'est une certitude, on le sait. On a des preuves. Mais en tout cas, il y avait une volonté génocidaire. Est-ce que l'État algérien a pris une loi, quelque chose de solennel pour condamner? Non, les Algériens ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est toujours en France qu'il y a surenchère sur cette question. Les Algériens ne sont pas obsédés par la France. C'est toute la canaille de droite, depuis les excréments d'extrême droite jusqu'aux droitards sionards, ils sont tous sionards de toute façon, ils aiment les génocides, qui ramènent l'Algérie, quoi que ce soit le sujet, vous pouvez vérifier, c'est facile à vérifier, ils ramènent toujours l'Algérie. Pour n'importe quoi, je vous dis LGBTisme, vous pouvez le faire quand même. LGBTisme, putain. C'est incroyable. Voilà. Donc, malheureusement, M. Asselineau est en train de retourner à la niche, c'est-à-dire
retourner à son milieu d'origine de droitard, c'est-à-dire à un niveau ou à l'autre anti-algérien. Alors, deuxième preuve du glissement droitard, droitardé, excrément d'extrême droite, c'est ce qu'il vient de dire. Le Maroc, je ne vais pas discuter du fond, hein, je le ferai, hein. J'espère dans une prochaine vidéo. Mais qu'est-ce que dit M. Asselineau sur la question du fond de la discussion entre Maroc et Algérie? M. Asselineau est en train de croire et dit que, en fait, ça serait un problème géographique. D'une part, le Maroc serait juste à côté, donc apparemment, quand tu es à côté, bah, tu fais ce que tu veux, tu prends. Et il croit que l'Algérie, bah, comme c'est déjà très grand, c'est déjà le pays le plus grand d'Afrique, donc pourquoi est-ce qu'il prendrait un autre morceau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît rien au sujet. Il ne connaît rien au putain de sujet. Il ne sait pas de quoi il parle. Il n'a même pas fait l'effort de chercher sur... Ouais, je ne demande même pas d'aller faire des lectures compliquées. Juste Wikipédia ou je sais pas quoi. Un truc dans le genre, là, un résumé dans un journal, je sais pas quoi. Un truc pour les enfants de 10 ans. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Nord. Le mec n'est pas au courant, il n'a pas envie de savoir, mais il veut quand même donner son avis. Ah, c'est toujours pareil. Hein. Je ne savais rien, mais je vais quand même donner mon avis. C'est beau, ça. Bon. Donc, lui, ce qu'il a compris, c'est que il y avait le Sahara, qui était juste là, le Sahara occidental, qui est juste là, à côté du Maroc. Mais je signale à ce zozo que c'est aussi à côté de l'Algérie. Il y a une partie de l'Algérie qui passe par là. Mais c'est aussi à côté de la Mauritanie. Pourquoi c'est pas les Mauritaniens qui l'auraient? Si c'est juste un problème géographique, c'est à côté ou pas à côté? Bon. Non, évidemment, les Marocains, quand je dis Marocains, je parle du pouvoir marocain. Hein. Je parle du pouvoir marocain. Le pouvoir marocain, qui n'en fait qu'à sa tête, hein. Que ce soit sur la question des Israéliens, Israël, mon amour, j'y t'aime beaucoup, Netanyahou. Bref, quel que soit le sujet, le monarque, et surtout ceux qui sont autour parce que je crois que Muskin, Mohamed Sadis, je crois qu'il est dépassé par les événements, le pauvre. Hein. Mais enfin bon, ceux qui décident, les décideurs au Maroc, n'ont rien à faire de ce que pense ou ne pense pas le Chab. Que ce soit à Palestine, que ce soit sur le Sahara, quel que soit le sujet. Hein. Je veux dire, le pouvoir algérien, vous pouvez le contester autant que vous voulez, il est sans doute très contestable sur plus d'un côté, plus d'un aspect. Mais je veux dire, il ne fait pas le contre-pied total de ce que veut le peuple algérien, par exemple, sur la question palestinienne. Jamais. Jamais. Bon. Donc, M. Asselineau ne connaît pas le sujet, il donne son avis quand même, en vous expliquant que c'est une affaire de géographie, c'est-à-dire celui qui est le plus proche. C'est comme la chaise, le machin, le jeu là, la chaise tournante là. Hein, celui qui peut près de la chaise, il la prend. Voilà. Et celui qui était un peu trop loin, il va se faire tuer un œuf. Voilà. À ce niveau d'imbécilité, je veux dire, on peut dire qu'il critique Macron, mais Macron connaît mieux le sujet. Parce que Macron, au moins, c'est de la folie ce qu'il fait. Mais, bon, c'est une énième folie. Mais c'est pensé. Là où M. Asselineau ne pense pas. Il ne connaît pas le sujet. C'est extrêmement regrettable. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Mais venir ensuite dire que c'est la faute des Algériens, ou que c'est les Algériens qui sont obsédés, ou que c'est... Franchement, vous en tenez vraiment une couche. Hein. Et oui, une petite précision. Donc j'ai dit que c'est pas une affaire géographique, contrairement à ce qu'il croit. Mais en plus, je le mets au défi, lui, ou n'importe quel zozo de cette sorte, d'exhiber un document, une déclaration officielle de l'État algérien. L'affaire, elle dure depuis maintenant 75 ans. Ça fait un bout de temps. Hein. Bon. Eh bien, de trouver une seule déclaration, une seule revendication de l'Algérie sur le Sahara occidental. C'est-à-dire que quelque chose qui pourrait montrer que les Algériens, l'État algérien demande à ce qu'on rattache le Sahara occidental à l'Algérie. Ça n'existe pas. C'est une pure invention. Je veux dire, essayez de reprocher des choses crédibles. Qu'est-ce que vous allez chercher comme bêtises?
plus qu'elle était. Je pense pas qu'elle ne soit médaillable dans les Jeux Olympiques de la diplomatie. On va finir avec une question qui vous tient à cœur, Éric Denessé. C'est ce ravivement des tensions entre la France et l'Algérie, qui a pour origine notamment le changement de position de la France concernant le Sahara occidental. Alors c'est une question qui n'est pas extrêmement connue, si vous peut-être la résumer en quelques mots et puis expliquer pourquoi l'Algérie voilà, durcit ses positions vis-à-vis de la France et quels sont les intérêts de la France dans cette question, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Oui, les Algériens viennent de rentrer une nouvelle fois dans une logique de confrontation avec nous en refusant de reprendre les citoyens algériens que nous expulsons de notre territoire parce qu'ils sont en situation illégale. Pourquoi? Les Algériens soutiennent depuis l'indépendance de ce qu'on appelait le Sahara espagnol. Il y avait plusieurs zones, je dirais, autour du Maroc qui étaient occupées par les Espagnols, hein, au-delà du protectorat français. Et sur un plan idéologique, les Algériens ont toujours soutenu ce qu'ils appellent les Sahraouis, c'est-à-dire cette partie du sud du désert du Maroc qui se trouve entre le Maroc et la Mauritanie, en considérant que c'était un peuple qui avait droit à l'indépendance. Et bien évidemment, la France, qui avait toujours été à peu près équidistante entre les deux pays sur le sujet, vient de considérer qu'effectivement cette zone était une zone marocaine. Alors, sur quoi est-ce que notre pays se base? Bien sûr, sur l'histoire, parce que quand on connaît l'histoire du Maroc et l'extension maximum du royaume du Maroc, c'est effectivement une zone qui a été historiquement longtemps sous la domination marocaine. Et donc les Marocains n'ont cessé de vouloir la reprendre depuis des années. Il y a eu des combats très durs justement contre le mouvement de libération des Sahraouis. Et puis bien sûr, beaucoup plus récemment, les Américains ont fait les premiers la reconnaissance de l'appartenance de cette zone au Maroc. Les Israéliens ont renoué des relations très proches avec les Marocains. Donc tout ça exaspère évidemment les Algériens, qui eux sont très pro-palestiniens. Il faut rappeler aussi qu'il y a toujours des problèmes de frontières entre les deux pays. Il y a d'ailleurs eu des guerres après l'indépendance entre les deux États. Et voilà, ils sont exaspérés que la France finalement est en train de rejoindre la position qui est celle de la majorité de la communauté internationale en reconnaissant de facto la suzeraineté du Maroc sur cette partie du Sahara. Alors, il faut rappeler que les relations franco-marocaines ne sont guère meilleures que les relations franco-algériennes. Le Maroc, même si jusqu'à la fin de la présidence Jacques Chirac, peut-être un peu sous Nicolas Sarkozy, les deux chefs d'État étaient toujours assez proches. Depuis, ça s'est malheureusement compliqué avec des vraies et des mauvaises raisons. Mais il y a quand même un paradoxe et une contradiction majeure dans la politique algérienne qu'il convient de souligner, même si nous faisons tout ce qu'il faut faire pour avoir de bonnes relations avec ce pays. D'abord, c'est que les Algériens reconnaissent l'existence, entre guillemets, d'un peuple sahraoui, alors qu'ils dénient le droit à un peuple kabyle sur leur propre territoire. Pour eux, les Kabyles sont des Algériens comme les autres. Ce mouvement kabyle qui a eu de temps en temps des velléités d'indépendance par le passé est véritablement nié et il a été combattu par les Algériens. Donc là, il y a une contradiction majeure. Deuxième contradiction importante, c'est que avant l'indépendance, enfin lors de l'indépendance, c'est la France qui a donné le Sahara algérien à l'Algérie. Donc, ce n'était en rien une terre ancestrale algérienne et zone occupée notamment par des Touaregs également. Donc, il y a un vrai paradoxe. Les Algériens refusent aux Touaregs et aux Kabyles l'existence d'être un peuple séparé avec un État séparé qu'ils reconnaissent au Sahraoui. Et eux-mêmes, finalement, ont intégré dans leur État une partie de ce désert du Sahara qui n'est pas historiquement, enfin, qui était une zone vide, hein, qui leur a été laissée par la France et refusent aux Marocains de le faire. Donc voilà, on est sur de la position idéologique, de la mauvaise foi, je crois qu'on est obligé de le constater. Et ça vient de nouveau compliquer les relations entre Paris et Alger. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que Alger a une vraie puissance de nuisance en France? On sait qu'il y a évidemment une forte diaspora algérienne, mais est-ce que vraiment ça peut mener à des troubles importants, ou est-ce qu'au contraire il faudrait plutôt que la France voilà, se tourne vers le Maroc et cesse de se soumettre à l'Algérie diplomatiquement comme elle le fait depuis tant d'années? Écoutez, je pense que la position que nous devons avoir, c'est une équidistance entre ces deux États, qui sont des États amis, qui sont des États qui jouent un rôle sur notre propre politique intérieure par
par un certain nombre de leurs ressortissants ou de Français qui sont de double nationalité ou d'origine algérienne ou marocaine. Il y a bien sûr toujours des relations très difficiles entre les deux rives de la Méditerranée, qui sont à la fois je dirais, presque des relations d'amour-haine, parce que beaucoup de choses nous lient et beaucoup de choses nous opposent aussi, liées à une histoire plus récente, je dirais, des 2 derniers siècles. Bien sûr, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Avec nos amis algériens, il y a toujours cette volonté de leur part un jour de faire pression, parce que faut pas oublier que nous approvisionnons aussi en gaz naturel auprès d'Alger. Voilà, nous avions aussi ces dernières années, il y a un certain nombre de divergences sur la politique conduite au Sahel. Donc tout ça est assez compliqué et concerne à la fois les relations entre les deux États, nos politiques intérieures respectives, parce que ce régime algérien qui est toujours aussi, je dirais, factice, avec l'élection que vient de lancer le président Tebboune en plein été, alors qu'on sait qu'en plein été, les Algériens ne se rendent pas aux urnes, il a fait des élections anticipées. Voilà, tout ça est quand même un petit peu gros dans la manipulation pour être sûr de rester au pouvoir. Donc il y a des vrais enjeux de politique interne en Algérie aussi, puis il y a des enjeux géopolitiques sur la zone avec le Maroc, le Sahel, et bien sûr, il y a des questions d'immigration, non seulement de l'Algérie vers la France, mais aussi du Sahel et des pays d'Afrique centrale qui remontent vers la Libye, la Tunisie, l'Algérie, comme on l'a vu ces derniers. Bon, alors maintenant, nous allons en venir à M. Dénessé. Nous allons un peu commenter une intervention qu'il a faite récemment sur la chaîne de droite attardée, Toxin. De toute façon, vous allez me dire, il y a quasiment que ça. Bon, passons. Et alors, qui est donc ce Éric Dénessé, pardon ? C'est un type qui a travaillé dans la barbouzerie d'État français, militaire, enfin bon, les services, tous les trucs de ce genre-là. D'accord ? Et donc, c'est un profil de ce genre-là qui a fait ensuite travail pour l'essentiel dans le renseignement, la géopolitique, enfin bon, des choses pas très très sérieuses, parce que quand on parle de renseignement en général, ce sont évidemment des agents d'influence, hein. Ils font pas du travail de renseignement, comme par définition. Quelqu'un qui travaille dans le renseignement, il va pas venir sur des réseaux sociaux ou à la télévision expliquer qu'il travaille dans le renseignement. Quant à la géopolitique, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, c'est pas une science, hein. Je dis même pas que c'est pas une science sérieuse, c'est pas une science du tout, hein. C'est un truc qui est apparu assez récemment, c'est fait de briques et de broc. Enfin bon, je vais pas insister trop longtemps là-dessus, au fond, c'est pas très important. Donc, ce Éric Dénessé est un homme de droite, d'extrême droite. Je suis tout à fait banal en France maintenant, hein, comme j'ai déjà dit une 50aine de fois. Hein. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas convaincus a priori, eh bien, il suffit de l'écouter parler de ce sujet qui est donc la situation aujourd'hui entre l'État français et l'État algérien, l'État français et le Maroc, la situation de la question du Sahara occidental et quelques questions pendantes à cette première question. Bon. Alors, il commence par dire qu'il y a un refroidissement ou une tension entre l'Algérie et la France. Et évidemment, qui est responsable ? C'est l'Algérie. Bah oui. Et donc, les Algériens auraient décidé de ne pas... de confirmer qu'ils ne reprendraient pas leurs OQTF. Pour quel motif ? Parce que la France a décidé de s'aligner sur la position de la monarchie marocaine s'agissant du Sahara occidental. Bon, alors je commence déjà par cette histoire d'OQTF. Si l'Algérie a cette position-là, je ne sais pas si elle est officielle, mais si c'est le cas, là je dis que l'État algérien a tort. Naturellement, c'est un principe, surtout quand on est très sourcilleux sur les questions nationales, d'indépendance nationale et de souveraineté, c'est un devoir de récupérer ses ressortissants. Il n'y a pas à jouer là-dessus. S'ils ne le font pas, c'est une grave faute. Surtout en plus quand c'est avec la France. Il ne peut pas y avoir de discussion. Qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 1000, qu'il y en ait 10 000, qu'ils les récupèrent. Ça, c'est un principe. Donc si c'est le cas
que l'Algérie ne veut pas récupérer ses OQTF, c'est une faute de l'État algérien et du gouvernement algérien. C'est clair là-dessus, il n'y a pas à tortiller 30 000 ans. Quand on est fier, hein. Faut pas, c'est pas un coup, je suis. Ça va, le rachia, c'est pas ça. Non, tu l'es ou tu l'es pas. Hein. A fortiori, encore une fois, avec la France. Bon, ceci étant dit, revenons au fond de l'histoire. Alors la présentation de ce monsieur Dénessé, mais c'est pas, il n'y a pas que lui. Hein. Vous avez vu précédemment, j'ai parlé de monsieur Asselineau, c'est le même cirque. Hein. C'est une totale incompréhension. Ou alors, dans le cas de monsieur Asselineau, manifestement, il ne connaît rien. Et dans le cas de monsieur Dénessé, il ment. Comme monsieur Lugan, comme monsieur Martinez. C'est des menteurs. C'est des menteurs pro-monarchie marocaine. Je ne dis pas pro-peuple marocain. Si c'était pour le peuple marocain, moi, je serais très content. Non, ils sont pour le Marzen. Ils sont pour la monarchie marocaine, qui est très clairement hostile au peuple marocain. C'est une évidence. Bon. Je veux dire, il suffit de prendre la question de la normalisation avec l'État d'Israël et du soutien encore de l'État marocain à Israël en plein génocide. Il faut être sérieux. Le peuple marocain, dans son immense majorité, vomit tout ça. Le vomit. D'accord. Il faut savoir qu'il y a eu des arrestations de Marocains, soit au Maroc même, soit de Marocains qui vivent à l'étranger, qui sont rentrés au Maroc, mais qui avaient manifesté sur les réseaux sociaux leur hostilité à Israël, etc., ont été arrêtés. Il y a eu des condamnations en prison, 5 ans de prison, par-ci, 3 ans par-là. C'est ça. Hein. Bon. Au moins, sur cette question, au moins l'État algérien, il ne fait pas ça. Il en fait d'autres, mais pas ça. Bah, il se déshonore pas sur la question palestinienne comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la France ? La France, l'État français, M. Macron, a pris la décision de s'aligner purement et simplement sur la position du Maroc, c'est-à-dire sur la prétention mensongère, l'affirmation mensongère que le Sahara occidental est partie intégrante du Maroc, du royaume marocain. Ce qui est un mensonge. Et la preuve la plus simple, c'est que les Sahraouis ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que tu voulais comme preuve plus simple ? Quand les Israéliens disent non, tout ça c'est à nous. La Palestine, tout est à nous. Bon. Et les gens leur disent non, c'est pas à toi, on n'a rien à faire avec toi. C'est quoi la preuve ? Quelle preuve peut-on donner de plus que la prétention d'Israël est fausse ? C'est pas sa propriété. Il y a des gens qui étaient là, bien avant eux, et qui ne veulent pas aller ailleurs. C'est pareil pour le Sahara occidental. Il y avait un peuple qui était là. C'est le peuple sahraoui. Point à la ligne. Bon. Ce que je viens de dire là, en réalité, je le dis rapidement comme ça, mais enfin, c'est la position du droit international. Hein. C'est le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Ce qui a été, contrairement à ce que raconte ce Dénessé et quelques autres, c'est pas. Il est faux de dire que la communauté internationale ou que les États, la majorité des États du monde reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est exactement le contraire. Ce n'est pas vrai. Qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? C'est toute la canaille occidentaliste. Les États-Unis d'Amérique, qui a commencé avec Trump et qui a été reconduit par une espèce de baltringue de Biden, c'est l'État d'Israël. C'est maintenant la France. Le cas même de l'Espagne étant plus ambigu. Mais c'est tout. C'est pas la planète entière. Loin de là. Donc, présenter les choses comme si c'était juste l'Algérie qui s'entêtait pour des raisons pas très claires. Alors, pour M. Asselineau, c'est que l'Algérie veut récupérer le Sahara occidental. Pourquoi ? Parce que, comme ça. Parce qu'ils ont envie. Et pourquoi est-ce que le Sahara occidental devrait aller au Maroc ? Parce que c'est juste à côté. Encore une fois, et pourquoi pas la Mauritanie aussi, c'est à côté. Pourquoi ils auraient moins de droits que... Alors, Dénessé raconte la même histoire que... Ils se répètent tous. Hein. La même histoire que Lugan, selon laquelle ça aurait été le grand royaume, le royaume cosmique du Maroc qui aurait... se serait étendu, je ne sais pas où, jusqu'en Alaska, Dieu sait où.
c'est évidemment une fiction. D'ailleurs, au passage, c'est une fiction qu'on entend maintenant même chez les Maliens. Les Maliens commencent à discuter en évoquant, avec l'Algérie, en évoquant le grand royaume. Le grand royaume des... Comment ça s'appelle déjà? Des Mali. Enfin, les gars, calmez-vous. Quel grand royaume du Mali? Vous délirez complètement. Quant à l'histoire du grand l'Empire, ils appellent ça l'Empire chérifien, ben enfin, c'est dans vos rêves, ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que vous racontez? Et en plus, c'est facile à établir. Ça, c'est de l'historiographie faite par, depuis l'IOT, du l'IOT, et actuellement, récemment, du Martinez ou comment il s'appelle, Lugan. Lugan, comme Martinez d'ailleurs, qui sont des types officiellement d'extrême droite. Lugan qui se vante d'avoir été membre de sympathisant de l'OAS à l'époque de la guerre d'Algérie, quand il était encore jeune lycéen. C'est ça, ces gens-là. Alors, en plus, par ailleurs, ils sont nés au Maroc, et donc ils se sentent liés à la monarchie. D'ailleurs, au passage, petite remarque, s'il n'y a que des gens nés au Maroc qui se sont proches de la monarchie marocaine. Jamais vous verrez un type qui est né en Algérie qui se sent proche de l'Algérie. Et pour une raison simple. Parce que le Makhzen, c'est malheureusement la créature, c'est une créature occidentaliste, au service des intérêts occidentaux et israéliens. Quoi qu'on pense de l'Algérie, quoi qu'on pense des gouvernements qui y ont succédé, personnellement j'en passe beaucoup de mal. Mais jamais ils ont fait ça. Ils sont quand même restés sur les questions de dignité internationale, sur les questions de droit international, sur les questions anti-impérialistes, sont toujours restés droits. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ils sont restés droits. Bon. Alors il dit, Monsieur Dénessé dit, il y aurait une partie du territoire actuellement à l'Algérie qui aurait appartenu au Maroc. Oui, dans ses rêves. Il dit qu'il y a eu de nombreuses guerres. Non, il n'y a pas eu de nombreuses, il y en a une. C'est en 1963, la fameuse guerre des Sables. Guerre des Sables, du côté de Tindouf, déclenchée par Hassan II, au moment où il a vu que l'Algérie était, qui venait de sortir d'indépendance, qui était ravagée par le colonialisme français, 132 ans de colonialisme français, 8 ans de guerre sauvage, et il y avait commencement de guerre civile en Algérie qui opposait certaines wilayas, notamment la wilaya 3, à l'armée des frontières, c'est-à-dire au pouvoir boumdien Ben Bella. Et donc ils ont profité de cette situation pour attaquer l'Algérie. D'ailleurs, au passage, le conflit de wilaya 3, c'est-à-dire en Kabylie, s'est arrêté tout de suite. Parce que le commandant de la wilaya 3, qui était le colonel Oulhaj, Mohamed Oulhaj, a arrêté immédiatement le conflit, a pris les troupes et les a fait descendre, a rejoint l'armée pour descendre directement défendre l'Algérie à Tindouf. Directement. Mais regardez la malignité. Avec évidemment l'approbation de l'État français. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a eu qu'une guerre. Elle n'a pas été gagnée par le Maroc. La preuve, Tindouf est toujours en Algérie. Parce qu'il raconte aussi qu'il gagne les marzénistes, les partisans du royaume. Je ne parle pas des Marocains, je répète. Tous les Marocains ne sont pas sur cette ligne, du tout. Mais ceux qui sont sur cette ligne, ils racontent qu'ils nous ont mis des raclés à l'armée algérienne, et vas-y, je te mets un coup de latte, et je te mets un coup de coude, et je te mets un coup de genou. Bah oui, n'empêche que Tindouf est toujours en Algérie. Donc je ne sais pas à qui vous avez donné une raclée, mais ce n'est pas l'armée algérienne. Et c'est l'armée algérienne de 1963, je répète, qui sort des guerres, de la guerre coloniale, plus de problèmes internes. Bon. Donc, passons sur ces foutaises de M. Dénessé. Les questions de territoire. Alors maintenant, il ajoute que c'est la France qui aurait donné à l'Algérie le Sahara occidental. Et mon cul, c'est du poulet halal. D'où il a donné indépendance. Il a donné le Sahara. D'ailleurs, au passage, souvent vous entendez ça. Vous entendez des conneries du genre, De Gaulle a donné indépendance à l'Algérie. Il n'a rien donné du tout. Sa mère, oui. L'indépendance a été arrachée par la lutte armée. Point à la ligne. De Gaulle a cédé. Réfléchissez 2 minutes, enfin. Pourquoi est-ce qu'il s'emmerderait à faire une putain de guerre de 4 ans qui a fait des centaines de milliers de morts,
4 ans, je veux dire, je parle de 58, 62, puisque la guerre a commencé avant, en 54. En tout 8 ans, mais disons sous la direction du général de Gaulle, c'est 58, 62, c'est-à-dire 4 ans. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça si son intention c'était de donner l'indépendance? Réfléchissez 2 minutes. Trahir les Français d'Algérie, trahir une bonne partie de l'armée, etc. Prendre les risques qu'il a pris, c'est-à-dire se faire buter par l'OS, 2 tentatives de coup d'État. Qu'est-ce que vous croyez? C'est con comme explication. Bon. En réalité, le Sahara occidental, pourquoi le Sahara algérien n'a pas été donné par les Français. Les premières discussions qu'il y a eu entre l'État français et le GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne, ont eu lieu à Melun en 1960. Et précisément, les Français ne voulaient pas lâcher le Sahara. Pour le pétrole, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le FLN, le GPRA, a mis fin aux discussions. Et il y a eu 2 ans de guerre supplémentaire, jusqu'en 62, pour que le Sahara reste, intègre l'État algérien naissant. Alors, M. Dénessé, qui est expert en Walou, en rien du tout, vient de dire que le sud de l'Algérie n'avait pas de rapport avec le reste de l'Algérie. C'est dingue, ça. Hein, le sud de l'Algérie n'a pas de rapport avec le nord de l'Algérie. Une espèce d'abruti. Quelle langue il parle? Pas depuis ce matin, depuis des siècles, des millénaires. Quelle langue il parle au sud? Si c'est pas tamazière, tout de l'arabe, c'est quelle langue il parle? Espèce d'abruti. C'est du breton, c'est du basque. Comment ça, ils n'ont pas de lien? Bourricot, va. Au passage, l'auteur du Qassaman, du hymne national, c'est un homme du Sud. Moufdi Zakaria, c'est un homme du Sud, c'est un Mozabite qui a composé l'hymne national algérien. Voilà. Bon, je ne veux pas non plus répondre dans les détails, parce que répondre à de pareils zozo, c'est quand même... d'une certaine façon, c'est une cause perdue, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon, alors donc, on en était, le Sahara algérien, évidemment, a toujours été algérien. Les peuples, il dit, il était vide. Parmi les personnes. Même ça, même la vie, même les êtres humains, les chameaux, les fennecs, il a fallu que ce soit les Français qui les fassent venir, apparemment. Quel niveau de conneries! Vraiment, c'est vraiment des merdes. Certains m'ont dit un jour, oui, mais tu devrais éviter d'insulter. Sans déconner. Mais je les insulte pas, c'est peu de choses à côté de ce qu'ils méritent. C'est très peu de choses. Bien. Alors ensuite, il nous explique, il nous dit, le Sahara occidental, l'Algérie, par idéologie, non, c'est pas par idéologie, c'est par principe. Principe politique. Vous savez pas ce que c'est que des principes, mais les Algériens, ils savent. C'est quand même bien. Par principe, ils soutiennent les luttes des peuples dominés. Ils soutiennent le peuple palestinien. Ils soutiennent le peuple sahraoui, comme ils ont soutenu tous les peuples d'Afrique, par exemple, à l'époque des mouvements d'indépendance. L'Algérie a soutenu tous les peuples. Il suffit de se souvenir des relations, et toujours aujourd'hui, entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Vous croyez que ça vient d'où? Les relations entre Mandela, puis après les successeurs de Mandela, l'État sud-africain et l'État algérien. Vous croyez que ça vient d'où? Mais ça vient du soutien indéfectible de l'Algérie, de l'État indépendant algérien, aux combattants sud-africains contre l'apartheid. Ça vient de là. Vous croyez que c'est tombé du ciel? Ah, c'est pas le Marzen, hein. C'est pas le roi Constance, le roi machin. Oui, il faudrait pas... C'est clair que si les Sud-Africains avaient compté sur eux, les malheureux. Donc, il nous dit, donc, c'est par idéologie. Non, c'est par principe juridique, c'est par un principe politique reconnu par le droit international, qui est le principe que chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. C'est tout, c'est pas compliqué à comprendre. Alors il dit oui, mais l'État algérien, il est pour les Palestiniens, il est pour le Sahraoui, hein, mais il n'est pas pour l'indépendance de la Kabylie. Franchement, elle est bonne celle-là. Bon, le type ne connaît rien, hein, ne connaît rien à l'Algérie. Je veux dire, si tu retires la Kabylie à l'Algérie, autant dire qu'il n'y a plus d'Algérie. L'indépendance de l'Algérie, sans la Kabylie, il n'y a pas d'indépendance de l'Algérie.
Tous les gens sérieux le savent. Mais, je veux dire, personne ne conteste l'algérianité, le caractère profondément algérien de la Kabylie. Qui peut croire le contraire? Vous êtes complètement givré. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un courant indépendantiste qui a été créé dans des conditions sur lesquelles je vais pas revenir maintenant, par M. Farhad Manni, qui s'appelle le MAC, qui s'est appelé à l'origine Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est devenu Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. L'explication est simple, c'est qu'au départ, M. Farhad Manni ne voulait pas l'indépendance. C'était pas ça qu'il voulait. Il voulait l'autonomie. Pourquoi est-ce qu'il a transformé autonomie en autodétermination, c'est-à-dire en mouvement d'indépendance? Il l'explique lui-même dans un de ses bouquins dont le titre m'échappe là. Je crois que ça s'appelle La Nation Kabyle ou un truc comme ça, je l'ai plus en tête là. Mais il l'explique clairement, même de façon naïve, quoi. Il dit qu'il a été aux États-Unis, il a été reçu par le département d'État, par une commission du Code de Canada, pour plaider sa cause. Quelle cause? La cause de l'autonomie de la Kabylie dans l'État algérien. Et les Américains l'ont écouté pendant 1 heure, tout ça. Puis à la fin, ils lui ont dit, écoutez, monsieur Farhad Manni, écoutez, nous, c'est pas notre problème, on s'en fout. C'est une affaire interne aux Algériens. Que vous décidiez d'organiser l'administration de telle façon, qu'il y ait un peu d'autonomie, qu'il n'y en ait pas du tout, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, que vous appelez département, wilaya, ou je sais pas quoi, c'est votre problème. C'est un problème interne à l'Algérie, on ne savait pas. Nous, il était un peu étonné. Et il a dit, nous, la seule chose qui peut nous intéresser, c'est si vous demandez l'indépendance. Là, oui, ça nous intéresse. Et là, ça lui a fait tilt dans la tête. Il dit, ah ouais, au fait, Istiqlal, hop. Là, c'est bon, là. Là, il s'est dit, ça peut m'intéresser, votre histoire, là. Et les Américains disent, ouais, nous aussi, ça nous intéresse. Bon, voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, M. Farhad Manni ne représente rien. Surtout depuis que il a fait la chose qu'il ne fallait pas faire, surtout en Algérie en général, et en Kabylie en particulier, c'est de prendre parti pour l'État sioniste dans le génocide contre les Palestiniens. Là, il a commis la faute absolue. Là, les gens le vomissent. Je le connais, hein. Je vois les gens, je vois comment ils parlent, Oui, il pouvait avoir une certaine petite sympathie comme ça, oui, sur la question de l'autonomie, sur la question de l'identité nationale, etc. Oui, mais pas maintenant, c'est terminé. C'est terminé, il n'a plus aucun soutien. Ceci étant dit, mais des mouvements d'indépendance, il y en a au Maroc. Hein. Au Rif, il existe un mouvement d'indépendantiste qui demande l'indépendance du Rif, c'est-à-dire le nord du Maroc. Voilà. Vous en tirez quoi comme conclusion? Il faut donc donner l'indépendance, le Maroc doit donner l'indépendance au Sahara occidental, sinon il faut le donner au Rif ou je sais pas quoi, la Kabylie, la Pologne. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc ça indique quoi? Ça indique que M. Dénessé et tous les droitards de merde ne connaissent pas leur sujet, de façon globale, ne le connaissent pas. Et deuxièmement, ils essayent d'instrumentaliser les Algériens, s'imaginant qu'ils vont pouvoir jouer des Algériens les uns contre les autres. C'est peine perdue, franchement, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Certainement pas en Kabylie sur la question du peuple palestinien, la question même du Sahara. Ça ne fonctionne pas. Donc, pour conclure sur M. Dénessé, je dirais simplement... c'est un idéologue de droitard, extrême droitard, comme M. Lugan, mais on peut dire comme l'État français quasiment maintenant. Hein. Vous voulez prendre parti pour le Royaume du Maroc? Très bien, faites-le. Mais alors venez pas pleurnicher lorsque des gens, par exemple l'Azerbaïdjan, vient, semble-t-il, s'occuper de Kanaki. Ils ont raison. Vous niez le droit du peuple sahraoui d'être indépendant. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement d'Azerbaïdjan ne viendrait pas soutenir les Kanaks pour qu'ils soient indépendants. Ou l'État algérien, maintenant, devrait soutenir les Kanakis. En plus, on a des liens, nous. L'Algérie a des liens avec la Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui connaissent le sujet. Des deux côtés, en plus, nous. Hein. Avec les Kanaks et avec les Européens. Puisqu'il y a des Algériens qui sont mélangés à gauche avec les uns et avec les autres.
Voilà. Donc, de quoi vous parlez? Vous avez tort de jouer à ça. Vous avez tort de jouer à ça parce que ça va vous revenir comme un boomerang dans la tronche. C'est tout. Voilà. Donc, je dirais que plus globalement, cette affaire-là, ce revirement, enfin, un revirement qu'à moitié, hein, parce qu'en réalité, oui, c'est la dernière chose que je vais dire, il est faux de dire que c'est un revirement complet. Disons que la France a toujours été sur une position pro-marocaine. La question a commencé à se poser dès 1975, puis c'est l'indépendance du Sahara occidental. C'est le départ des Espagnols. 1975. Dès 1975, c'était la présidence avec, comment il s'appelle, Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing était déjà cul et chemise avec le roi Hassan. C'était déjà le cas. Et les relations avec l'Algérie étaient déjà tendues. Déjà tendues. Pour ceux qui connaissent les faits historiques, en 1973, il y avait toute une vague d'assassinats d'Algériens en France, notamment à Marseille. Je crois qu'il y en avait une vingtaine en quelques jours. Hein. C'était ça. Et à l'époque, d'ailleurs, le président Boumedienne avait décidé d'arrêter toute immigration en direction de la France. D'ailleurs, au passage, je le dis, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, honnêtement, compte tenu de la situation qui s'annonçait depuis longtemps, je veux dire, il n'y a rien de neuf en réalité, c'était évident, mais la situation qui est entre l'Algérie et la France, et ce que ça va devenir dans le futur, parce que personnellement, je ne crois pas une seconde qu'on va aller vers l'apaisement. Moi, je suis l'État algérien, je reprendrai les OQTF, tous sans exception, mais je dirais aux Algériens qui veulent d'immigrer, n'allez plus en France. Je dirais officiellement, n'allez plus en France. Allez n'importe où, allez au Vanuatu, sur la banquise, là où vous dormez, vous laissez passer, mais n'allez plus en France. Parce qu'il n'y a rien à gratter. À part des problèmes, il n'y a rien à gratter. Et l'État algérien devrait se préparer à commencer une sorte de déconnexion, comme disait Sami El Amin à propos des rapports Nord-Sud. Il faut préparer la déconnexion. Parce que tout ça va aller crescendo, c'est une certitude. Et les Français ne seront pas aussi gentils avec nous qu'ils l'ont été par exemple avec les Maliens. Alors, le gouvernement malien les a humiliés publiquement, officiellement, sur la chaîne internationale. Il y a des centaines de milliers de Maliens en France. Et ben, vous n'avez pas vu une seule expulsion. Pas une seule. Des expulsions d'Algériens pour un oui ou pour un non. Des dénaturalisations. Il y en a maintenant régulièrement. Donc, faut mieux se méfier. Je serais État algérien, je dirais franchement, c'est éviter la France maintenant. Même ceux qui pensent être obligés d'immigrer, quelle que soit la raison, n'allez plus en France. Allez n'importe où, mais plus en France. Apprenez l'anglais, l'allemand, le chinois, que sais-je, le portugais, au Brésil. Mais oubliez la France. Ça serait beaucoup mieux. Et pour les Français et pour nous. Voilà. Puis après, au passage, là encore, un petit complément sur ce que je dis précédemment à propos de la politique de Giscard d'Estaing. Il faut savoir que c'est tout un ensemble. Hein. Il faut savoir que 1973, c'était ce qu'on appelait le regroupement familial, qui ne concernait pas les Algériens encore une fois, hein, contrairement à ce qu'on raconte. Puisqu'il y avait déjà des familles algériennes en France. Déjà les accords de 68 en parlaient. Les accords avec lesquels ils veulent rompre, qui sont déjà, de toute façon, dont le contenu a déjà été largement aboli. Hein. Mais ils veulent les rompre formellement pour faire des malins. C'est ça, hein. Pour chercher des preuves de force, hein, vous compreniez. Mais alors, je reviens à l'histoire de Giscard. En 73, il fait cette histoire de regroupement familial parce que il voulait contrebattre, rééquilibrer en quelque sorte, l'immigration algérienne par l'immigration marocaine et subsaharienne. Faut que vous sachiez tout ça. J'espère que j'aurai l'occasion un de ces jours, Inch'Allah, pour faire une vidéo complète sur l'histoire, comment l'immigration a servi politiquement, comment la France a joué sans arrêt avec l'Algérie sur la question de l'immigration. Ça influe profondément la politique française, à un point que vous n'imaginez pas. Bon, j'espère que je pourrai la faire prochainement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. À l'occasion, je reviendrai.
Et alors bon, je vais terminer là. Et je vous dis donc à la prochaine fois et j'espère que ça sera plus rapide que la dernière fois. Merci beaucoup. Au revoir.